Et bonjour, est-ce qu'on nous entend cette fois? Allô, allô, le chat. Le chat. Donnez le feedback s'il vous plaît. Oui, c'est bon, on nous entend, Ah, parfait. parfait. Donc voilà, désolé pour le petit retard, on a eu des petits problèmes techniques, mais du coup c'est bon, quitte à fixer tout ça, donc on va pouvoir embrayer et attaquer directement donc, sur cette table ronde où on va discuter de pratiques de formation et de mentoring dans le jeu vidéo. Et on va faire ça avec donc Léa qui est avec nous, qui est illustratrice et concept artiste freelance pour des studios indés, des associations et des entreprises, et qui est aussi directrice artistique dans le studio indépendant Prisma Stone. On accueille également Hugo, qui travaille dans l'enseignement en école de jeux vidéo, qui travaille également à Ubisoft et qui fait de la recherche en études de genre sur les masculinités dans l'industrie du jeu vidéo. On a également avec nous Maude, qui est médiatrice culturelle spécialisée dans le JV et qui a travaillé à la Cité des Sciences, au Cube à ici, en collège, en colonie, en médiathèque et qui s'est aussi formée de manière autodidacte aux jeux vidéo pour pouvoir comprendre les enjeux derrière sa création. Et enfin, avec nous, Pia, qui est Game Director chez l'Album Crew. Et c'est pas tous les jours dans les événements pour les personnes marginalisées du jeu vidéo qu'on reçoit des Game Directors. Donc ça fait plaisir. C'est pas toujours que je suis game director. Je vous propose qu'on commence cette table ronde avec un petit tour de table, histoire d'introduire tranquillement le sujet. Et je voudrais que chacune votre tour, vous me parliez en fait de qu'est-ce que c'est votre formation à vous et de comment vous êtes arrivé là où vous en êtes. Grâce à qui et par quelle formation si pour vous c'est pertinent. Et du coup, Léa, je te propose de commencer si ça te va. Oui, ça marche. Bah, pour mon parcours, moi j'ai plutôt une base artistique. Donc en fait, j'ai commencé chez une maître peintre qui m'a vraiment donné, on va dire, l'envie de continuer dans l'artistique. Je crois que j'ai commencé vers mes 10 ans, je crois, jusqu'au collège. Et après, je savais pas trop ce que j'allais faire plus tard, mais je me suis dit, bah, comme j'aime le dessin, bah, je vais aller dans une école artistique. Et donc c'est pour ça que je suis allée à l'école Aim Cole, donc qui est assez réputée sur la France. Et donc j'ai fait mes 5 ans là-bas. Donc j'ai fait un master spécialité jeux vidéo. Donc il y a eu pas mal, c'était quand même bien, enfin les années étaient vraiment assez, on va dire, impliquantes parce que c'était vraiment des années assez, rudes par rapport au fait qu'il y avait pas mal de, de devoirs en même temps à faire et c'était vraiment, on va dire, il y en avait qui craquaient des fois donc c'était pas évident. Mais il y a vraiment des profs qui étaient, vraiment là aussi pour nous soutenir, donc ça c'était cool. Il y avait aussi des côtés, bien sûr positifs et des côtés négatifs par rapport à ce genre d'école. Parce que c'est quand même aussi une école où c'est très cher, donc forcément il y a déjà une présélection. Et après aussi il faut vraiment s'accrocher, pour les années, voilà. Et le jeu vidéo pourquoi? Bah, je me suis dit, c'est on va dire un des moyens, on va dire, de mettre, en vie, les réalisations. Par exemple, un dessin animé ou un film, c'est super beau et tout, mais vraiment vivre dans notre univers, vivre dans l'univers qu'on a créé, c'est encore, on va dire, encore plus magique, je trouve. Donc voilà, c'était un choix, qui s'est fait comme ça, en fait, donc pour le jeu vidéo. Et donc après j'ai commencé par, le domaine du jeu mobile. J'ai fait un stage de 6 mois dans une grosse structure, donc c'est Voodoo. C'est un des, on va dire, des grosses boîtes, on va dire, multinationales du jeu mobile. Et après, j'ai fait une autre petite boîte à Lyon, Bento Studio, donc un peu plus petit sur le jeu mobile. Et après, j'ai bifurqué plutôt dans les studios indépendants comme freelance, parce que c'était quand même, on va dire, un domaine où j'appréciais mieux le côté humain en fait que les grosses boîtes et le côté on va dire vraiment donner la patte artistique et pouvoir vraiment travailler au cœur du jeu et pas forcément avoir 10 000 hiérarchies et que tu peux pas dire ton mot voilà. Donc, voilà en gros mon parcours. Ok, bah, de toute façon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Oui. Là, c'est vraiment juste histoire de. Aussi pour que vous qui vous connaissiez pas forcément, Du jeu, vous vous pas rencontriez forcément un avoir peu. 10 000 Hugo, je t'en prie. hiérarchies et que tu peux pas Merci dire ton Thaïs, mot et voilà. déjà bonjour
à tout le monde sur le stream et puis merci à Mauvaise Herbe pour l'invitation. Je pense que la table ronde va être passionnante. En ce qui me concerne dans la formation, moi ça fait depuis 2016 que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo puisque j'ai été diplômé en 2016 d'un master game design et gestion de production à Supinfo Game Rubica, qui met globalement le jeu vidéo au centre de sa formation. Et après 2016, ce qui a été assez intéressant pour moi, c'est que j'ai aussi fait de l'enseignement. Donc j'ai un peu vu aussi l'envers du décor par rapport aux écoles de jeux vidéo, qu'est-ce qu'on enseigne exactement, le contact avec les élèves et tout. Et ça m'a un peu amené à toucher un peu à tout, à faire de la recherche, ce qui m'a amené ensuite à reprendre mes études pour faire vraiment de la recherche. Et aujourd'hui, pour travailler ensuite à Ubisoft sur des questions de game design, qui allient aussi des questions de pédagogie, de recherche, etc. Et donc voilà pour moi. Super, merci beaucoup. Maud, je t'en prie, je te laisse te présenter. Enfin, parler de ce parcours et du rapport à la formation. Alors, moi, je n'ai pas fait d'école de jeux vidéo. Moi, le premier contact que j'ai eu en formation jeux vidéo, c'était à l'université, donc à Sorbonne, Paris 3, avec Alexis Blanchet. Et en fait, j'ai écrit un mémoire qui était parti sur le cinéma interactif, parce que c'était master cinéma, master de pédagogie et de cinéma. Et après, j'ai découvert que en fait, c'était en quelque sorte quelque chose qui existait déjà sous la forme du jeu vidéo. Et du coup, je me suis plus intéressée aux jeux vidéo. J'avais le projet de créer un jeu vidéo comme objet de mémoire. Et après, je me suis vraiment intéressée au processus de comment créer un jeu quand on est amateur, comment créer un jeu sans passer par une école. Donc, j'ai essayé tous les moteurs de création amateur que j'ai pu trouver. J'en ai testé pas mal. Et voilà, après, j'ai réussi à transmettre ça dans divers cadres à des enfants comme des adultes, plutôt dans des petits groupes, et plutôt sur des petits projets, plutôt des initiations, que ce soit du concept art ou level design, ou plus du côté narratif. Et voilà. Et moi, je fais toujours ça en indépendante. Ok. Et du coup, Pia, je te laisse terminer. Bonjour. Bonsoir, je m'appelle Pia Jacquemart, je suis game director, mais game director c'est une casquette. Quand je ne choisis pas la couleur des bleus plus bleus dans le prochain jeu sur lequel travaille Lightbulb Crew, en vérité je suis narrative designer, donc moi je suis en charge de la cohérence des jeux, la cohérence narrative, c'est un autre sujet pour un autre jour. C'est assez intéressant parce que moi non plus en fait j'ai pas fait du tout d'études de jeux vidéo et c'est un point qu'on pourra aborder plus tard, je pense, la part des personnes, combien il y a de personnes autodidactes dans les studios de jeux vidéo. J'aime bien l'idée quand même que ce soit quelqu'un qui n'a pas le diplôme à 30 000 balles qui soit la chef pour une fois. C'est assez cool. Et j'ai été journaliste en fait, j'étais journaliste plutôt culture, hein. J'étais pas une journaliste d'investigation, pendant 14 ans, avant de rejoindre Cyanide Studio comme writer, lead writer, narrative designer, lead narrative designer et maintenant Lightbulb Crew. Donc j'ai fait une carrière éclair dans le jeu vidéo puisque j'ai commencé en même temps qu'Hugo en 2016. Voilà. Et je continue, Ok. c'est une carrière éclair, mais on espère que ça va pas s'arrêter. On verra. Non, ça va. Je pense que t'es là pour durer. Bon, du coup, nous, une des raisons qui nous a poussé à vouloir parler de formation et de transmission dans le contexte de Mauvaise Herbe, qui est du coup, qui aspire en tout cas à donner la parole à des personnes qui sont marginalisées dans l'industrie pour plusieurs raisons. Et du coup, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'éléphant dans la pièce, c'est un petit peu qu'est-ce que c'est les spécialités d'un parcours de formation quand on est une personne marginalisée, que ça soit la formation qu'on donne ou la formation qu'on reçoit. Et du coup, j'aurais bien aimé vous entendre un petit peu sur cette articulation et sur si elle a du sens par rapport à vos parcours.
Et du coup, bon, comme l'autre éléphant dans la pièce, c'est quand même les écoles de jeux vidéo. Et effectivement, nous, forcément, que c'est une question qui nous touche particulièrement, Clémentine, Camille et moi. On a toutes les trois été diplômées de l'Engmin et toutes les trois maintenant on y enseigne. Et du coup, forcément, c'est des problématiques qui nous touchent. Donc, je propose qu'on commence par toi, Hugo, si ça te convient, de nous parler un petit peu de cette articulation. Ouais, bien sûr. Moi, en ce qui me concerne, c'est quelque chose je préfère quand même être assez honnête par rapport à ça, qui est que mon coming out non binaire a été j'étais pas out en école de jeux vidéo pendant ma formation. Et pendant mon enseignement non plus, je crois que dans la plupart des écoles où j'ai enseigné, j'étais pas out non plus. Globalement, je mettais un peu des stratégies en place. Je disais aux élèves, oui, m'appelez pas monsieur, j'aime pas trop ça, ça me vieillit, ce genre de choses. Et globalement, ça marchait parce que les élèves trouvaient ça cool de pouvoir me tutoyer, vous voyez, peu importe, mais de m'appeler par mon prénom, donc ça passait. Et je crois que c'est que l'année dernière que j'ai commencé à le dire et en fait à mettre des choses en place. C'est-à-dire que le fait de le dire, ça a permis de mettre des choses en place derrière pour ensuite aussi, hem, donner plus de place à des élèves qui voulaient aussi faire leur coming out, en disant un truc un peu plus, j'ai pas envie de dire un safe space parce que c'est un grand mot, mais globalement je me suis rendu compte que ça a permis en fait à d'autres élèves de pouvoir en parler ou en tout cas de pouvoir s'affirmer sur ces questions-là dans mes cours, ce qui était assez cool. Et donc ouais, je préfère un peu être honnête là-dessus parce que je pense que ça change aussi complètement les choses. Parce que je sais aussi, je reconnais que j'ai un passing de mec et que donc forcément, même si parfois je vais aborder certains sujets ou certaines thématiques dans mes cours, parce qu'on m'identifie comme un mec, du coup, en fait, les choses vont être plus simples. Alors qu'en fait, si on est issu d'une minorité de genre, je pense que les choses peuvent être plus complexes quand on aborde certains thèmes aussi. Voilà, donc je voulais un peu remettre carte sur table par rapport à mon expérience qui est probablement assez différente des autres personnes dans cette table ronde. Effectivement, mais du coup, c'est bien que les choses soient posées et du coup, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir ton regard de personnes qui n'ont pas la même expérience justement au moment de sa formation et au moment où elle passe entre guillemets de l'autre côté du miroir. Enfin, c'est important effectivement de savoir ça. Pia, peut-être si tu veux rebondir un peu sur cette articulation, notamment peut-être parler de ce que c'était d'être du côté de la presse. En étant une femme, c'est pas forcément facile non plus. Non, c'était nul. Non, c'était pas nul. Donc moi, j'ai été prof pendant 4 ans à Isart aussi. J'ai arrêté l'année dernière, en fin d'année. Je pense que c'est aussi intéressant d'en parler, c'est-à-dire comment tu fais quand tu es une femme prof, je sais pas comment vous faites vous, face à une promotion de 30 personnes, dont 27 garçons, je pense. En tout cas, personnes identifiées de genre masculin, a priori, qui n'ont pas l'air de t'avoir de problème avec ça. Sur une matière comme le narrative design, où souvent tu as pas mal de GD un peu pur jus. Ouais, je vais faire des mécaniques, je vais faire un jeu avec que des mécaniques, et il y aurait que des mécaniques. Et la narration, c'est pour les meufs. Comment tu fais quand tu arrives en fait face à ces gens-là et quand ta logique, c'est pas de reproduire une forme de violence. J'ai une amie proche qui est aussi une lead dans mon studio qui me disait, bah, en fait, qui a été prof pendant 11 ans à la fac et qui me disait, quand tu arrives devant 300 élèves, il y a une forme de violence et tu es obligé toi-même de leur en imposer une forme aussi pour te faire écouter. Mais quand tu es dans une petite pièce avec 30 personnes, comment tu fais en fait quand tu es. Donc, moi, je suis une femme cisgenre. J'ai ce côté un petit peu. J'ai 2 enfants. Donc, mes 2 enfants sont neuroatypiques, dont un qui a des besoins spéciaux. Donc, j'ai un regard sur l'école, sur l'enseignement, etc., qui a un peu changé depuis quelques années. Et comment tu fais quand tu as tout ce passif-là pour à la fois convaincre les élèves que le narrative design, ça sert à quelque chose, t'assurer que les cours que tu vas avoir avec eux, ils se passent bien. Alors, on parle de quand même un cursus à 28 000 €. Donc, logiquement, je veux dire, ceux qui ont contracté un emprunt et ceux qui ont bossé pour pouvoir se payer l'école, en général, ils sont plutôt motivés, ça tombe bien. C'est à eux que tu veux pas faire perdre leur temps. Et l'autre partie des élèves dont les parents payent, bah, j'espère pour leurs parents qu'en fait, ils vont suivre. Mais tu vois, je me sens moins
Voilà quoi, je me sens responsable pour tout le monde, hein, et aussi comment tu te positionnes quand tu vas leur apprendre une matière où tu sais de base que les débouchés, ils sont bouchés. Quelle est ta responsabilité? Je réponds à rien, je fais que poser des questions, d'accord? Donc c'est la galère en fait. Plutôt que parler du journalisme, parce que journalisme, femmes, MeToo, etc., vous le savez que c'est la galère. Moi, j'avais posté un médium sur ça il y a quelques années. Seule femme en voyage de presse avec 11 hommes, quand tu as 23 ans, bah, ça craint, quoi. Il y a pas besoin de développer plus. C'est assez intéressant de savoir, voilà, comment est-ce que tu te positionnes par rapport aux élèves quand toi-même, en plus, tu n'as pas fait ces cursus-là. Moi, je suis fâchée avec les études, hein. Moi, j'ai le bac et c'est tout. J'ai rien validé d'autre, j'ai rien eu d'autre. J'ai été un peu dans une école privée que j'ai lâchée. Grosse dépression. J'ai été un peu à la fac et j'ai essayé d'y aller le moins possible. À l'époque, il y avait encore le DUG, donc tu pouvais croire que tu pouvais faire 2 années d'études à la fac et t'en sortir avec un diplôme. Bien sûr, donc j'ai retapé la première, fait la deuxième, et pendant que je faisais la deuxième, ils m'ont dit: ah bah maintenant, faut se taper une année en plus, hein. Le DUG n'existe plus, faut aller direct à la licence. Bah, j'ai lâché l'affaire, j'y allais déjà jamais. Donc, comment tu fais en fait pour quand tu as tout ce passif-là, tout ce vécu-là, et que tu crois quand même en ton fort intérieur que tu peux donner quelque chose aux étudiants? Euh, ma politique, c'est plutôt pas de parler du haut de mes réussites, mais de parler du fond de mes échecs, que ça leur serve à quelque chose et que j'espère que ça leur fasse un accélérateur d'expérience. Comment tu fais? Alors, je peux vous dire, hein, comment j'ai fait, hein. Je ne sais pas si c'est le sujet aujourd'hui, mais déjà, voilà, Si, pas vas-y, reproduire bien sûr. Ah si, bien sûr. Ben, déjà, pas reproduire de violence. Moi, je me positionne pas du tout comme une prof parce que c'est pas possible pour moi de faire ça, puisque j'aime pas les profs. Et d'ailleurs, toutes les fois où on m'a demandé de faire des QCM ou des devoirs notés pour les étudiants, j'étais là, bon, bah, alors en même temps, j'avais négocié un bon tarif jour, alors j'avais pas envie de froisser les gens qui me payaient, ce qui est une réalité, et en même temps, je m'en fous de savoir. En fait, t'as pas envie de savoir s'ils ont écouté tes cours et s'ils ont les notions théoriques, parce que ce que tu as juste envie de savoir, c'est si ils vont être un peu plus armés quand ils vont commencer à chercher un job. Et s'ils vont se rendre compte et quand ils vont avoir trouvé un job, s'ils sont, à défaut d'avoir envie de faire le même métier que toi ou de réussir à le faire, s'ils sont capables déjà d'interagir avec des gens qui ont ce métier-là. Donc, moi, je me positionnais toujours, même en étant extérieure à l'école, le plus possible sur les projets. Donc, ces trucs un peu long terme, là, où malheureusement les étudiants, ils ont tendance un peu à cruncher. Ils ont 3 mois pour produire un beat'em all, ils ont 3 mois pour produire un bébé open world, etc., avec des projets qui étaient plus ou moins pertinents, hein. Voilà, je pense que je peux le dire maintenant que je suis partie. Il y avait des trucs qui me semblaient un peu déconnants. Mais comment tu fais en fait pour les aider et leur montrer comment avoir un peu de cohérence, un peu de réflexion sur ce qu'ils font, un peu sans être classiste, aller chercher sa culture ailleurs que les Avengers et Naruto, et qui pourtant sont vraiment. Enfin, moi, je veux dire, ils étaient toujours choqués quand André Maturgi, on parlait de Naruto. Bah oui, Naruto, c'est super. Ça a des valeurs cool en plus, d'interrogation de ta place dans la société, etc. Donc, voilà, voilà, c'était surtout sur ça que je me positionnais. Ce qui était assez intéressant, c'était au bout de 3 ans, la première année, en général, quand tu arrives et que tu commences à expliquer ce que c'est la narration environnementale, comment on écrit des dialogues pour un jeu vidéo, il y a la moitié de la classe qui est un peu en mode niais, qu'est-ce qui m'arrive? Et en dernière année, quand ils font leur projet de fin d'études, ils sont là, est-ce qu'on pourrait avoir un peu Pia pour nous aider? Et donc, c'est pas une ode à ma gloire, hein, c'est juste que à la fin, en général, ils ont enfin compris. Déjà, ils ont vécu, ils ont compris la pluridisciplinarité du jeu vidéo, et l'idée d'avoir quelqu'un qui va être une bille en technique, mais qui va juste faire le canard en plastique et leur poser des questions, les aider à réfléchir. Et à dire, en fait, c'est pas grave si ton gameplay il est pas parfait, si t'as pas la juiciness là, que toutes les écoles veulent qu'ils aient toujours, ce mot me rend folle, et que c'est polish à donf. Si tu as une vraie cohérence entre ce que tu fais et l'identité que tu donnes aux joueurs, déjà, tu vois, et que tu respectes en fait que on peut faire un jeu sur Twine, mais même avec un jeu sur Twine, tu n'as aucun contrôle sur ce que le joueur il va ressentir. Tu n'as aucun contrôle sur ce qu'il va croire. Mais si tu acceptes ça, si tu acceptes que l'histoire du joueur, elle prévaut sur tout le reste, et ben du coup, tu as réussi quelque chose, et puis voilà, tu leur as donné des moyens de réfléchir et des armes pour trouver un job, etc. Je sais pas si ça répond. Bon, si, carrément, et puis ça donne vachement de billes et de choses à réfléchir. Enfin, en tant que personne qui donne des cours, du coup, et qui a aussi un petit peu de mal à me définir comme prof,
Je trouve ça, enfin en tout cas à titre personnel, je trouve ça passionnant. Mais là du coup j'aimerais bien qu'on parte sur une expérience un peu différente du coup qui est la tienne Léa. Donc toi du coup t'as fait une formation en jeu vidéo, mais du coup dans une école dont c'est pas la spécialité entre guillemets, qui Mm. est historiquement plutôt une école de graphisme, d'illustration. Et ensuite, à côté de ça, assez rapidement dans ta carrière, tu t'es retrouvé catapulté en direction artistique, qui est du coup aussi un poste dans lequel on peut se retrouver avec des charges de formation. Et j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de ça et de comment toi, tu avais vécu le passage de l'un à l'autre. Et du coup, voilà, que tu nous parles de ton expérience à toi là-dessus. Oui. Et ben, en fait, au départ, pour Prisma Stone, j'étais pas, on va dire, recrutée en tant que directrice artistique au départ. J'étais plutôt en tant que concept artiste. Et en Mhm. fait, ça fait au moins 6 mois que je travaille avec eux. Et au fur et à mesure, en fait, en fait, on s'est rendu compte par rapport au fondateur et moi-même que comme j'avais quand même pas mal d'expérience par rapport à la moyenne des personnes, que j'avais plus d'expérience par rapport à la direction artistique et l'identité visuelle que je pouvais établir, et bien, on va dire, dans commun un accord, j'ai pris ce poste-là en fait. Donc ça s'est un peu fait, oui, on va dire sur le tas. Et donc à partir de là, j'ai pu vraiment driver les artistes. Environ, nous, on est 24 dans le studio. C'est pas encore un studio, on va dire officiel parce que c'est un studio en création. Parce que en fait, les 5 fondateurs sont des étudiants de Gaming Campus. Et donc, on a fait des appels, on va dire bénévoles, pour essayer de faire un prototype et ensuite pouvoir faire du crowdfunding. Voilà. Ok. Donc, en fait, nous, on n'a pas une hiérarchie verticale, on a une hiérarchie horizontale. Donc moi, on va dire que je suis directrice artistique, mais c'est juste de nom, en fait. C'est pour vraiment aiguiller les artistes. C'est pas vraiment on va dire un poste où je vais commander, je vais plutôt enfin un poste où je vais aider en fait, accompagner les personnes. Par exemple pour l'émission, on va parler avec le pôle créa, avec 2 personnes enfin les 2 fondateurs, un des 5 fondateurs, voilà, Samy et Opsis, et ensemble on va faire un briefing. Et après on va en parler de la mission à un artiste par exemple. Et à partir de là, on va construire, on va dire, la mission. Et on va dire, est-ce que tu es d'accord pour partir sur ce projet? Est-ce que ça te va? Après, est-ce que tu as des idées à amener? Donc c'est vraiment construire, on va dire, la mission. Et au fur et à mesure, on va dire itérer sur les missions. Et par exemple, je vais faire des retours croquis pas à pas pour chaque artiste. Et ça, on le fait, oui, pour chaque artiste. Comme ça, chacun sait où il en est. Et par exemple, s'il y a par exemple quelqu'un qui est plus spécialisé que moi par rapport à, par exemple, au level design ou à la musique, et ben, cette personne va communiquer avec la personne qui a vraiment des besoins spécifiques. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant, qu'on met à cœur pour les gens qui veulent monter en compétences. Et grâce à cela, par exemple, on a 3 anciens artistes qui étaient avec nous, qui ont pu intégrer un autre studio. Et ça, c'est un peu on va dire le, le jeu en fait. C'est qu'on peut avoir des bénévoles, mais ils ont tout à fait le droit de partir et de se dire bon bah c'est cool, j'ai super bien travaillé avec vous, mais j'ai trouvé un emploi et tout, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc chacun, on va dire, collabore en fait. Voilà. Mmh. Donc là, oui, il y a le lien qui a été passé sur le teaser. Donc il a été fait il y a quelques jours. Donc voilà, on est tous fiers de l'avoir pu sortir à temps. Donc voilà. Donc si vous Bah, êtes c'est cool. curieux, il y aura aussi le lien Discord dans le chat. Donc, Ouais, tout ça a été partagé par Camille. voilà, parfait. Merci. Toujours rapide. Ouais, très efficace. Et peut-être plus du coup sur la partie de ta formation, est-ce que pour toi il y a eu des moments de friction ou alors est-ce que peut-être le fait d'être dans une école qui était justement plus connotée école d'art, est-ce que du coup ça a changé quelque chose peut-être sur les En publics qui fait, s'y trouvaient? ouais, pour la partie formation, j'ai pas vraiment eu on va dire, de formation spécifique au management parce que c'était vraiment plus focalisé sur les cours, par exemple,
de motion design, des cours d'Unity, de moteur de jeu, des cours d'animation par exemple, des bases. Et il n'y avait pas du tout cet aspect, on va dire, mentoring. En plus, il y a le côté aussi, par exemple, comment se vendre, comment chercher du boulot, faire du réseau. Il n'y avait pas du tout cet aspect-là. Donc ça, c'est aussi un côté, on va dire, négatif. Parce qu'on sort d'école, on a le diplôme, mais après, on est un peu cul nu, quoi. Donc c'est un peu, il faut se faire ses armes un peu tout seul, quoi. Ouais, effectivement, ça pour le coup, c'est un peu l'inconvénient des formations entre guillemets qui sont un peu hors du sérail, quoi. Mm. Maud, peut-être, si toi tu veux réagir à cette question de l'articulation entre la marginalisation et la formation, de quelle façon spécifique ça a pu affecter ton parcours, Bah, moi, je veux bien en rebondir ce bien que ou en mal d'ailleurs. bah, moi, enfin, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai pas été, dans de grosses, structures, non plus, face à un trop grand public et ce que disait Pia, au début me fait penser qu'en fait, on n'est pas du tout dans le même contexte quand par exemple je l'ai fait, en colonie de jeux vidéo, enfin, dire ce genre de vacances jeux vidéo maintenant et parce qu'en fait, c'est vraiment de l'éducation populaire et on est là, pour s'amuser. On est là pour partager un moment, un de création, de quelque chose qui nous passionne tous ensemble. Donc c'est pas du tout la même dynamique, que quelqu'un qui a payé, plusieurs milliers d'euros, pour, avoir une formation, qualifiante, diplômante et bah, du coup, moi, j'ai eu un petit peu, un la seule friction que j'ai pu avoir, en tant que femme, dans une position, de formatrice, c'était vraiment des enfants qui avaient pu, prendre trop au sérieux, le le moment et se dire qu'on n'était pas assez qualifiés, en tant que personne, pour leur donner des conseils, pour créer un jeu et ça retombait un peu plus sur moi que sur mes collègues, masculins. Heu, enfin, je sentais vraiment, un mépris, assez prononcé pour, ma personne, et il s'est fait immédiatement, recadrer par mon équipe, donc c'était cool et sinon pour le truc où, il y avait vraiment beaucoup d'enfants, beaucoup de garçons qui voulaient, faire du jeu de vraiment, de s enfin d'avoir l'esprit, programmation et sportif et compétitif du jeu et bah, ils avaient, des occasions de le faire, tout le temps. Mais on avait aussi des petites capsules où on pouvait, proposer un projet un petit peu plus soft et puis moi j'ai fait des moments où on faisait de la photo in game, des moments où on faisait des mini-jeux sur Bitsy. J'avais appris une idée de faire des, haïkus interactifs sur Bitsy et du coup, enfin, ça a fait du bien aussi aux enfants, à tous ceux qui voulaient, exprimer vraiment quelque chose, à travers un jeu. Ils ont pu, rentrer là-dedans et il y avait vraiment eu des moments, super cool, et puis, il y a surtout une création qui avait été faite, pour en Bitsy, qui était vraiment géniale. Moi, c'était un truc, bah, super super court, c'était un haïku Bitsy, donc c'est très, très court. Mais, il y avait vraiment beaucoup d'émotions qui s'étaient dégagées et c'était un moment, justement où il y a eu un coming out, trans d'un des enfants, du groupe le matin et du coup, bah, le Bitsy parlait de ça et je trouvais ça trop trop mignon, trop beau et puis, enfin vraiment, c'était un moyen d'aborder la narration, sans avoir à intégrer la narration dans un jeu qui était, plus, sport, quoi et voilà. Je me rends pas compte dans quelle mesure tu peux partager ces jeux-là, mais en tout cas, si jamais tu as envie qu'on les relaye, n'hésite pas Ah bah, je si, peux pas parce si que tu fais quelque chose. j'ai laissé passer l'occasion et donc je sais même pas s'il a D'accord. été enregistré ce jeu-là et Ok, j'aurais pas d'accord. l'autorisation de l'enfant donc Ouais, C'est ouais, mais je veux dire, super, il hein. aurait pu y avoir une page Hitch ou quelque chose comme ça, hein. En tout cas, c'est hyper intéressant, ouais. Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais sur justement, du coup, une des personnes qui fait un coming out pendant l'atelier, enfin, en tout cas, qui se sert de l'atelier pour mettre ce sujet-là en jeu.
dans le fait d'être des personnes marginalisées qui faisons un travail de transmission et de formation, se pose aussi la question de qui sont les personnes en face de nous qui le reçoivent. Pierre a un petit peu abordé la question déjà. Mais en fait, il y a quelque chose dans l'incarnation d'une figure de formation qui soit justement quelqu'un qui nous ressemble, ou en tout cas quelqu'un qui ne ressemble pas à ce qu'on projetait sur ce type de poste. Et du coup, il y a peut-être des tensions qui se créent entre les moments où on forme des personnes qui elles-mêmes sont marginalisées, des moments où on se pose la question de la façon dont on les accueille, dont on les reçoit, et du travail qu'on peut faire avec ces personnes. Peut-être tu veux continuer là-dessus, Maud? Moi, Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles, par exemple, ou en tout cas beaucoup de personnes qui n'étaient pas des garçons dans ces colonies de jeux vidéo c'était marrant parce qu'on avait genre 3 L au début du séjour, et à la fin, c'était il y a une des filles qui avait fait coming out pour qu'on la genre au masculin, et deux filles qui voulaient qu'on les pronomme IL. Et en fait, c'était vraiment un contexte qui était lié à ce séjour, qui était genre super bien organisé, et il y a toujours un projet pédagogique derrière un séjour, et là, c'était vraiment basé sur l'inclusion. Il y avait vraiment des moments de débat sur ces sujets-là. Les personnes qui étaient identifiées comme hommes étaient encouragées à se déguiser en femme, ou à mettre du vernis. Il y en a qui étaient ouvertement gays. Et je pense que c'est un contexte qui a fait que j'ai pu, on a pu accueillir ça. Et ça a été super bien accueilli, en tout cas par les, c'était chouette de voir que les enfants mégenraient jamais. C'était normal pour eux. Et c'était quand même un moment qui a pu leur faire une petite bulle où ils ont pu se questionner là-dessus aussi, sans forcément que ça sorte après dans leur vie quotidienne. Mais c'est vraiment, ouais, c'est les conditions c'est un peu l'équipe éducative, même si c'était juste des animateurs, qui a permis ça aussi, quoi. Et justement, du coup, sur cette importance d'avoir aussi des personnes marginalisées qui incarnent des figures de formatrices, peut-être Hugo, tu veux réagir là-dessus Oui, en fait, je voulais aussi rebondir sur sur des choses qu'avaient pu dire Pia et Léa, en fait, sur le fait que quand on est en école de jeux vidéo ou en formation, c'est-à-dire que ce soit en tant qu'élève ou en tant que formatrice, on a aussi, on a aussi en fait des personnes en face de nous, des personnes qui vont être dans l'industrie du jeu vidéo et qui ne savent pas comment en fait on va évoluer dans l'industrie du jeu vidéo d'un point de vue professionnel. Et en fait, moi aussi je me suis retrouvé un peu, comme Pia dans des dispositifs où je me rendais compte que j'enseignais pas seulement le game design à des élèves, mais aussi comment trouver un travail, comment trouver un stage, en fait, comment réussir, à mettre en place des stratégies pour pas se prendre des murs, en fait, pendant les jurys. Parce qu'en fait, dans les jurys, il y a des professionnels et cetera. Et en fait, ça, il y a pas des profs qui font ça, ils se prennent des murs. Et du coup, ça me permet un peu de raccrocher les wagons avec le sujet actuel qui est que, je me retrouve aussi face à une sorte de je dirais pas de dilemme, mais peut-être de compromis que je vais faire parfois, et je sais pas si Pia voudra rebondir là-dessus ensuite, qui est que, étant donné qu'on a en face de nous des promos qui sont majoritairement des mecs cis hétéros, blancs, il y avait un peu ce compromis de dire: «Bah, faut que j'aide forcément ces personnes-là, on va pas les laisser sur le carreau», mais il y a aussi des personnes à côté qui sont issues des minorités de genre, ou qui sont des personnes racisées, ou des personnes qui sont pas valides et cetera. Mais il faut aussi les aider encore plus, et en fait, en se disant: «Il faut les aider encore plus», il y a aussi ce truc de: «Mais est-ce qu'en les aidant en les aidant pas encore plus, on les envoie pas aussi, dans la fosse aux lions?» Moi, le nombre de fois où j'ai conseillé à des élèves de dire: «Bah, voilà, vas-y, envoie ta candidature à Ubisoft et cetera», et puis qu'en fait, 3 mois plus tard, il y avait, l'enquête de Libération qui paraissait, et j'étais là genre: c'est chaud en fait, il y a aussi ce truc de en voulant, aider des personnes qui nous ressemblent, on les expose aussi à des choses qui sont, 10 fois plus violentes. Et en même temps, il faut aussi, composer avec le fait que, les élèves, on a aussi d'autres élèves qui, même s'ils ont, plein de privilèges, en sortant des écoles, doivent aussi rembourser un prêt, enfin
c'est une position qui est pas simple, et qui est parfois en fait, on est enfin, encore une fois, là, c'est vraiment, ça n'engage que moi. J'ai un peu la sensation que les écoles, sont complètement à l'ouest par rapport à ça, volontairement ou pas volontairement, je ne sais pas. Ce qui fait qu'en fait, c'est souvent aux profs, qui sont un peu passés par là en termes de galères, pro, et cetera, qui forment aussi les élèves à se préparer au monde de l'entreprise et parfois faire des choix un peu, comme ça, drastiques qui sont pas agréables, qui demandent en fait de oui de on est plus sur un principe d'égalité quoi, on est sur un principe d'équité. De se dire: «Ouais, je vais aider plutôt cette personne parce que, voilà, je considère qu'elle a plus besoin de mon aide, mais ça demande de laisser d'autres personnes sur le carreau et c'est relou en fait». Voilà. Tu enseignes dans quelle école? J'ai enseigné dans trois quatre écoles différentes, Ouais. ICANN, LISA, Super Info Game aussi, heu et puis une autre école qui est moins connue, dans le Ah, nord de la hyper. France. À Isart. Alors, Isart, parlons un peu quand même du contexte. Isart, comme c'est une des écoles qui a le meilleur système de relations avec les entreprises, c'est souvent hors Engmin, parce que Engmin, elle est au tarif de la fac, donc c'est pas gratuit, mais c'est vraiment beaucoup moins cher. C'est souvent dans les écoles privées le choix un des élèves. On a un voilà, on va dire, hein, la réalité, c'est que les gens qui vont ensuite à l'ICANN ou dans les autres écoles, souvent, c'est qu'ils n'ont pas pu aller à Isart. Et je le dis pas, je le sais parce que j'en ai parlé avec les élèves en vérité. Donc, donc Isart est probablement une des écoles, ils ont le plus de choix pour les élèves qui choisissent. Moi, je n'ai pas été frappée, alors dans les filières art, c'est toujours un peu différent, je n'ai pas été frappée par l'énorme mixité, c'est-à-dire que j'ai jamais eu d'élèves ouvertement trans. J'ai un élève ouvertement pan, c'est tout. Et c'est globalement quand même à 99% très blanc. Donc en fait, en réalité, j'ai pas été confrontée tristement à ce dilemme-là. En revanche, il m'est arrivé un truc là, il y a pas longtemps, j'ai recommandé un studio indé à une connaissance, qui quittait Ubi en lui disant: «Tu peux y aller les yeux fermés». Et non, en fait, je m'étais trompée. Donc on a quand même ce système on a quand même, hein, cette responsabilité-là, alors que c'est pas de ma faute, mais tu te sens pas bien par rapport à ça. Du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que en revanche, en parlant d'aider les personnes qui sont marginalisées, dans le cadre du projet sur lequel on travaille aujourd'hui, le mois dernier, j'ai fait un appel sur Twitter pour trouver un narrative designer. Et j'avais précisé que donc j'avais fait hyper gaffe à l'inclusivité de la façon dont je l'avais annoncé sur Twitter, en disant: «Vous pouvez candidater même si vous êtes junior, n'hésitez pas, et aussi si vous êtes, minorisé pour une raison ou X ou Y, venez». J'ai reçu 117 candidatures en 24 heures, plus toutes celles on a fermé en panique les candidatures, plus toutes celles qui ont ensuite demandé à être prévenues si on n'avait pas trouvé la personne. Donc déjà, side note pour les gens qui cherchent du travail et qui nous regardent, s'il vous plaît, vous devez avoir en permanence votre CV prêt. C'est une réalité. En tout cas, en narrative design, votre CV doit toujours être prêt. On ne met pas plus de 3 ou 4 jours à répondre à une annonce. Donc ça, c'est vraiment hyper, ça c'est hyper: «Ah bah coucou!» C'est hyper important, une de nos candidates. Et j'ai reçu, en faisant, et genre vraiment c'est une réalité, en faisant une annonce comme ça, j'ai reçu des candidatures d'une qualité jamais égalée, même chez les juniors, parce qu'on a un vivier de talent en fait chez les personnes marginalisées qui est énorme. Déjà, ma méthode d'embauche, bon, on est censé être sur la transmission, enfin un tout petit peu d'embauche quand même. Ma méthode d'embauche, c'est que si tu es une femme, si tu es une personne transgenre, si tu es une personne de couleur, si tu es une personne d'une origine ethnique quelle qu'elle soit, etc., ou que tu es LGBTQI+, et si tu es toujours dans l'industrie du jeu vidéo et que tu es en capacité d'envoyer un CV, etc., bah déjà, à niveau égal, et c'est une réalité, à niveau égal, tu as probablement plus de mérite qu'un cis mec qui est au même niveau que toi. Pourquoi? Parce que ça a été plus dur pour toi. Et en général, quand on s'intéresse à ces candidatures-là, on voit souvent des personnes qui se sous-vendent, parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles, mais alors qui ont des compétences hyper élevées.
Donc, moi, ce que je voudrais juste dire aux personnes qui vont faire un peu de transmission, mais aussi du retour de CV, c'est de prendre le temps, en fait, quand vous avez des personnes marginalisées qui candidatent. Bien sûr, si les résultats des tests sont bons, hein, on parlera du débat test ou pas plus tard, mais de prendre le temps avec ces personnes-là, de les accompagner, de leur parler de leurs tests, de les aider un peu à se booster. Ça va pas rendre l'industrie plus douce, ça va pas leur mentir sur la réalité des difficultés qu'elles vont rencontrer, mais je crois que on arrive quand même à un stade aujourd'hui où les gens sont lucides, hein, sur les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien déjà. Mais en revanche, ça va leur permettre de se sentir légitimes et d'être dans un rapport qui est un rapport professionnalisant et qui est un rapport qui est basé sur leur expertise. Et voilà. Du coup, moi, malheureusement, à Isart, j'ai jamais eu ce dilemme-là. Je veux dire, bien sûr que mes 3 filles par classe étaient ouvertement mes chouchoutes, mais tu vois, ça, t'es même pas polémique quand tu dis ça. T'es même pas polémique quand tu dis j'ai 3 filles et ça va être mes chouchoutes à l'eau. Genre, ça fait plus rigoler les gens qu'autre chose. Donc, donc voilà, quoi. Je sais pas si ça répond. Léa, est-ce que tu veux rebondir sur cette idée d'importance d'avoir des personnes marginalisées qui incarnent les figures de formation, Oui, que ce soit celle de ton parcours d'ailleurs ou toi oui, oui. Par rapport aux minorités, on va dire dans le jeu vidéo, je l'ai remarqué quand j'ai fait, mon école, Emile Cole où j'étais spécialisée en jeux vidéo. Et ben, on était 20 et on était que 3 filles. Donc déjà là, ça met l'ambiance et après quand j'ai fait mon stage à Voodoo et ben, là j'étais dans le pôle, production. Donc ça veut dire une semaine, un prototype et là c'était un gros open space et j'étais la seule fille. Donc déjà ça met l'ambiance et en plus, le pire, c'était que le lead artistique qui était en place, et ben, était vraiment machiste. Et donc tout le monde, bah forcément, quand il faisait une blague à la con, bah tout le monde suivait. Donc c'était un peu relou. Donc ouais, c'était vraiment pas, ouais, l'ambiance était vraiment pas, on va dire, safe. Et même avec le collègue où je m'entendais assez bien, qui était gay, lui, il comprenait pas forcément les blagues parce qu'il était étranger, mais il sentait que c'était quand même, c'était pas terrible, c'était et donc, par exemple, ça, je l'ai fait remonter, on va dire, à la direction et ils m'ont dit que c'était pas la première fois que, voilà, que c'était remonté. Donc enfin, on va dire qu'ils allaient s'expliquer avec lui pour qu'il se calme un peu et après, il disait: «Oui, oh, il faut juste les éduquer, c'est des enfants», j'ai «OK, super». Enfin bref, donc ouais, c'était pas c'est pas enfin dans la voilà, fiche de poste? non, voilà, donc je dis: «OK, bon, c'est OK s'ils le prennent comme ça». Enfin bref, donc ouais, c'est vraiment, pas évident de se faire une place dans le monde du jeu vidéo. Et par exemple pour mon expérience, en tout cas en tant que directrice artistique à Prisma Stone, je fais par exemple attention, par exemple, quand on essaye de recruter de nouvelles personnes, par exemple quand je vais chercher des profils, bah, des fois je vais par exemple, privilégier certains profils féminins, je vais regarder, son portfolio et si je vois qu'elle a vraiment les compétences et bah, j'essaye de la contacter et tout. Donc ouais, il y a vraiment, ce côté ouverture, on va dire, par rapport à d'autres profils qui seraient beaucoup plus faciles, mais voilà. Donc oui, je trouve que c'est vraiment important de booster, les profils, qui sont enfin minoritaires, mais qui sont vraiment talentueux. On le voit avec, toutes les personnes qui travaillent avec nous en bénévolement, ils sont tous talentueux et voilà. Il faut leur donner leur chance, voilà. Maud, peut-être, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu veux rebondir, cette importance d'avoir des personnes marginalisées qui incarnent la figure de formation? Bah, moi, en tout cas, enfin, je sais que j'avais pas anticipé, le fait de pouvoir être, créer des jeux, tant que j'avais pas vu, une femme, dire qu'elle était, créatrice de jeux. Donc je pense que c'est quand même important. En plus, c'était à l'Indiecade et j'avais vu, Bricode, parler de son parcours et j'étais genre, j'ai eu une révélation, quoi. Mais, après, bah, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde, en fait, tant que tu pas un modèle pour Oui, s'identifier, oui. c'est dur, quoi. Et même quand tu es âgé. Ouais.
Je rebondis parce que là, quand je suis passée game director il y a 2 mois, j'ai paniqué. J'ai pas envie d'être game director comme, des gens très bien que j'ai vu être des game directors. Donc, j'ai cherché des femmes game director. Bah non, mais en fait, c'est une réalité, et pour avoir des mentors. Qu'on a absolument besoin d'avoir des gens différents qui éduquent, qui mentorent aussi, quoi. Super important. Oui, c'est sûr. Et effectivement, le fait est que bon, ben, la question du modèle et de ce qu'elle crée en termes de capacité, ne serait-ce que de projection, effectivement, en vrai, on s'en rend compte, c'est assez vertigineux, quoi. C'est Oui. aussi pour ça qu'on est tous là ce soir. Mm. Et, C'est ouais, je voulais répliquer juste, le modèle à notre échelle. ouais, je Vas-y, voulais Maud. juste rajouter. Ah, Vas-y, pardon. vas-y, Léa, moi je l'ai dit aussi. Non, c'était Ah juste non, aussi. pardon, Léa, vas-y. Non, c'est pas de souci. C'était ouais, aussi à un moment donné, quand on passe les entretiens aussi, t'es mal à l'aise par rapport aussi des fois quand tu passes un entretien avec une grosse boîte et que finalement ils voient ton boulot. Et par exemple, c'était un projet, moi c'était un projet étudiant, je sortais des 1000 calls et c'était mon projet sur Orphée. Et c'était la descente des enfers, donc j'aimais bien créer des monstres et tout ça, etc. Et donc l'idée du jeu, c'était un die and retry, donc il y avait différentes manières de mourir, genre se faire dévorer, écarteler, etc. Le mec il me disait ah ben c'est pas du tout des visuels de filles. Je dis ok, je dis ok super, les préjugés direct, Le fameux visuel de filles. voilà. Ça, c'est Enfin parce bref. qu'ils se rendent pas compte du nombre de femmes, justement, qui font des trucs qui ressemblent pas à ce qui... Enfin, les visuels de filles, c'est un truc qui n'existe que dans la tête Ouais, des mecs, en voilà. Non, mais fait. c'est n'existe pas génial, ailleurs. c'est vraiment en direct des années 80, les visuels de filles. Si tu aurais mis des fleurs dans leur trou de balle, ils t'auraient dit ah, fille. Donc ouais, c'est pas Euh, évident, mais bon, faut combattre ça. c'est clair. Du coup, Maud, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, j'ai une anecdote aussi par rapport au fait que bah, il y a mon directeur de recherche, donc c'était Alexis Blanchet, à Paris 3. Il m'avait parlé de Thaïs qui avait fait, je crois, je pense que c'est la même Thaïs, qui était Ouais, à ouais, Paris ouais. 3 avant et qui avait fait une école de jeux vidéo, donc moi aussi je pouvais faire ça. Et qui m'avait aussi dit mais tu regardes sur YouTube, il y a la développeuse du dimanche. Et après, quand il me donnait des contacts masculins, il me disait toujours cette personne-là est safe, tu peux lui parler, même si c'est un homme, je peux lui parler et tout. Donc il y a quand même des gens qui sont pas identifiés comme des minorités, mais qui font le taf et qui font en sorte qu'on puisse trouver notre chemin aussi. Oui, oui, heureusement que ça reste un taf collectif et on n'est pas seul. C'est important à garder en tête. Je voudrais, si ça vous embête pas, qu'on rentre dans un petit tunnel un peu plus spécifiquement sur les écoles de jeux vidéo, notamment les écoles privées, du coup, parce que Pia et Hugo notamment, c'est là que vous avez vos expériences d'enseignement. On peut rencontrer des difficultés quand on enseigne dans ce type d'établissement à cause de un peu tout ce qui est sous-jacent à des choses qu'on a pu aborder et qui sont notamment ce que quand on préparait le conducteur, Hugo t'avait appelé la culture Gamergate. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de quel type de stratégie on pouvait développer quand on se retrouve face à des publics de ce type. Oui, bien sûr. Déjà peut-être préciser ce qu'on entend par culture Gamergate. Alors moi j'utilise culture Gamergate parce que ça me semble être le mot parapluie le plus précis, enfin précis entre guillemets, hein, pour désigner un peu ça, qui désigne globalement donc le Gamergate, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une série d'événements qui a été déclenchée dans 2013-2014, qui a globalement mené au harcèlement et en ligne de plusieurs développeuses sur Twitter notamment. Donc une campagne de harcèlement qui a été déclenchée par des gens qui se disent gamers sur 4chan et en se cachant derrière l'éthique journalistique, puisque c'était un peu leur cheval de bataille, demander une éthique journalistique comment dire, pour éviter la cooptation entre journalistes et développeurs ou développeuses.
Et donc derrière ce cheval de bataille, ils utilisaient ça pour harceler des développeuses sur internet, avec donc évidemment menaces de mort et menaces de viol qui va derrière. Et globalement, Gamergate, c'est voilà l'idée que le jeu vidéo n'est pas politique, qu'il ne devrait pas y avoir de politique dans le jeu vidéo. Et finalement, bon, c'est quelque chose auquel on peut être confronté dans les écoles de jeux vidéo. En tout cas, moi, je l'ai été. Sous diverses formes, hein. J'ai pu déjà passer derrière l'écran de quelqu'un et son fond d'écran, c'était Alain Soral. Bon, ce genre de choses, c'est pas des trucs très agréables à voir, et en même temps, on peut pas être non plus dire, «Qui est-ce que tu as sur ton fond d'écran et c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Enfin, Maudisse pour te oui, dire ce voilà, genre de enfin, trucs. Non. c'est des choses un peu délicates, et donc en termes de stratégie, en fait, en général, enfin, c'est assez compliqué parce qu'il y a la stratégie un peu, il me semble que c'était un peu évoqué, à la séance de questions-réponses avec Diane et Camille, où le côté, on essaye de faire rentrer des sujets un peu, de manière, voilà, détournée. C'est-à-dire qu'on va faire, moi, je peux demander de faire des exposés sur certains jeux, et en fait, les jeux sont des jeux queer en général, donc c'est un peu, haha, surprise. Évidemment, il peut y avoir une sorte de backlash derrière, c'est-à-dire que, bah, des gens qui vont dire: «Ah ouais, bah, le jeu il était pas terrible et puis, bah, j'ai trouvé que ça abordait des thèmes, un peu trop extrêmes, un peu trop politiques». Donc dans ces cas-là, il faut faire un travail de médiation, de dire: «Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que tu as trouvé politique?» Ce genre de choses. Donc on n'est plus du tout dans un travail de game design, mais plus dans un travail presque de, oui, enfin, de médiation, quoi. Donc là, ça commence c'est aussi quelque chose qui est très fatigant et qui demande aussi une gymnastique, qui est à dire que, enfin, on établit un lien de confiance aussi avec les élèves, en fait, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de conseiller, les élèves certaines choses pour aller plus loin dans la vie professionnelle, ça demande aussi un lien de confiance. Et ce lien de confiance, on l'établit voilà, avec une proximité, en leur disant, en leur donnant des conseils, en prenant du temps à côté pour, regarder leur CV, leur portfolio, ce genre de choses, des concepts qu'ils écrivent à côté. Et donc, aborder des sujets qui sont parfois «sensibles» entre guillemets, donc des sujets, voilà, des sujets liés, à l'actualité dans le jeu vidéo, ou même des jeux vidéo qui abordent des sujets d'actualité, des sujets politiques. Heu, Dire à un élève, que ce qu'il dit par rapport à un sujet, à un jeu en particulier, c'est pas OK, c'est pas normal, ou même ce qu'il dit en fait en général en classe, s'il fait une blague sexiste, c'est pas OK, c'est pas normal. Ça peut rompre ce lien de confiance, et que ça peut avoir des répercussions ensuite derrière dans les autres cours. Donc ça aussi, c'est un travail un peu compliqué. Et puis, bon, après, bon, je vais pas non plus trop monopoliser la parole là-dessus parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais une des choses aussi que moi je fais, pour essayer de créer un contexte qui est quand même assez, un peu sécurisant pour tout le monde, c'est que moi, quand j'arrive dans une classe que je ne connais pas, déjà je me présente, voilà, je me présente un peu mon parcours professionnel en disant quelques jeux sur lesquels j'ai travaillé. Vu qu'il y a des jeux connus, bon, ça permet un peu d'avoir une certaine notoriété. C'est dommage de faire ça, mais il faut le faire parfois, malheureusement, parce qu'on est dans des écoles privées, les gens payent, donc ils s'attendent aussi à avoir un certain standing en termes voilà, bon, bref. Et aussi une chose que je fais, c'est que globalement je leur dis: toute blague sexiste, homophobe, raciste, transphobe, bref, tout ça, ça n'existe pas dans mon cours, et s'il y a une blague qui est faite, dans ce cas-là, vous allez devoir me l'expliquer, pour me dire pourquoi c'est drôle. C'est trop malin. Et en général, ça fait son petit effet, j'ai eu personne qui me l'a fait. Il y a juste eu une fois où c'est arrivé, et globalement, bah, du coup, j'ai demandé aux élèves de m'expliquer. Alors ça a été un peu compliqué parce que, bah, les élèves se sont un peu plaints. Ils ont dit: «Ah, c'est pas normal de nous afficher comme ça en public», voilà, ce genre de choses. Donc là aussi, un travail de médiation, se poser, on explique et cetera, que je l'avais dit au début de l'année. Mais en fait, enfin, de donner le «là», en fait, dès le début, ça permet, en fait, aussi un peu d'anticiper, et quand ça arrive, en fait, tout de suite, on leur dit: «Mais non, en fait, enfin, je l'avais prévenu, ça sort pas de nulle part». Tu poses un cadre avant. C'est ça. Tu as grave Ouais, de c'est la ça. pédagogie, hein. Je voudrais comme dire cette personne est pédagogue, hein. Alors ouais, bah, je l'ai appris, après de nombreux échecs, et voilà, enfin, mais c'est quelque chose qu'on est obligé d'apprendre par nous-mêmes parce qu'on n'est pas formé à faire de la Ouais. pédagogie, et la pédagogie, ça s'apprend. C'est un truc inné, donc ouais, enfin, je l'ai appris malheureusement à cause de quelques baffes que j'ai pu me prendre, de la part des élèves, mais aussi de la part de la direction. Donc bon, c'est des choses un peu, ouais, poser un cadre clair, ça permet ensuite d'aborder des sujets, qui peuvent être sensibles, et s'il y a des choses qui sont choquantes, dans ce cas-là aussi de faire de la médiation, quoi. Voilà. Du Super. coup, il y a
j'aimerais bien rebondir sur cette question de pédagogie et du fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'enseigne et qui n'est pas inné, et c'est quelque chose qui, dans l'essentiel des cas, n'est pas enseigné aux personnes qui enseignent dans les écoles de jeux vidéo. Et dans un certain nombre d'autres écoles, d'ailleurs, c'est une problématique qui peut se retrouver dans les écoles d'art, dans un certain nombre de formations de ce type, et qui sont qu'en fait, les personnes qui enseignent sont avant tout des personnes qui sont des professionnels du secteur, et qui du coup sont pas nécessairement sensibilisés aux questions de pédagogie. Et notamment, nous du coup, qui sommes là et qui avons ce type d'expérience, comme tu dis, Pierre, on n'a jamais été formé à la pédagogie. Et du coup, ça pose des questions sur comment on peut... qu'est-ce qu'on peut faire pour justement transmettre, partager du savoir, de la connaissance sur ces enjeux-là, et qu'est-ce que ça change pour la pédagogie en elle-même des écoles de jeux vidéo. Vas-y, Pierre. Ce que je voudrais juste te dire, c'est parce que je vois le temps qui passe. Et autant je trouve ça vraiment trop cool qu'on parle des écoles de jeux vidéo, mais j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé déjà dans les médias, etc. Mais en même temps, c'est bien de répéter. Du coup, je vais essayer de répondre à ça, mais en parallèle, en te répondant aussi à ce qu'on fait dans les studios. Comme ça, je te fais deux Ouais, en un. vas-y. De toute façon, on part sur les studios juste après, donc vas-y. Hyper important, je sais pas combien de temps on a. Mais de toute façon, c'est professeur et professionnel, donc pour moi, les deux sont liés intrinsèquement. Ouais. Alors du coup, je vais juste me contenter de répondre. Pas redire, voilà, c'est compliqué, machin, c'est une réalité, parce que ça répond à la politique des leads dans les studios. Donc, vous savez, un junior, c'est en dessous de 2 ans. Tu passes mid à 3-4 ans d'XP et tu passes senior à 5-6 ans d'XP dans un studio de jeux vidéo aujourd'hui, parce que la démographie est jeune et parce qu'on sait que la carrière moyenne d'une personne dans le jeu vidéo, elle est d'à peu près 6 ans. Ça, on est tous d'accord avec ça. Donc on a ce problème-là, qui est que dans beaucoup de studios de jeux vidéo, quand tu as atteint un certain niveau de seniorité dans le studio, et ça rejoint exactement la problématique des cours, on te dit maintenant tu vas passer lead, sans savoir si tu as des compétences de management. Management étant à la fois un gros mot, à la fois tout ce que vous voulez, parce que voilà, le but c'est quand même de rendre les gens productifs et en faisant des retours. Et c'est un peu pareil que dans les écoles, sachant que dans les écoles c'est pire, parce que souvent les profs professionnels dans les écoles, les profs pas à temps plein, mais les intervenants, pardon, c'est des gens qui sont intervenants parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont en début de carrière et qu'ils ont besoin d'avoir un petit complément de salaire. Donc en fait, c'est des gens qui sont... Après, on va peut-être à dire, ça y est, maintenant, t'es lead, qui sont pas forcément capables de gérer les gens. Gérer les gens, c'est très fatigant. Moi, par exemple, dans mon travail de game director au quotidien, c'est le truc le plus difficile et le plus fatigant et le plus stressant. En plus de ça, comment on fait en fait pour transmettre des informations aux gens? Alors moi, ce que je dirais, c'est le plus important, c'est et c'est Hugo qui l'a trop bien dit, c'est poser un cadre pour tout. Vous posez un cadre et vous séparez toujours le factuel de l'émotionnel. Ça veut dire, tu as un game designer qui a fait n'importe quoi. C'est pareil qu'un étudiant qui a fait n'importe quoi. Et là, on parle du travail bâclé, la personne qui s'est foutue de ta gueule. Ça arrive. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu dois faire un retour à une personne? Après, on pourra parler de comment on construit un retour. Pour faire un bon retour, quel qu'il soit, à un étudiant ou à un professionnel, et donc pour l'aider à progresser, pour transmettre des informations, etc. On repart toujours sur soit les consignes, soit la product definition, soit le game design. Bref, le contrat, on va dire, qui a été passé avec toute l'équipe, avec les gens qui doivent faire un travail donné, pour vérifier point par point si le travail rendu correspond à ça. C'est un travail qui est long, c'est un travail qui doit prendre du temps, et c'est la même chose quand tu dois faire des retours à la volée que Maud ou Léa doivent vivre aussi. Un dessin, un asset vidéo, un atelier. Comment tu fais pour faire des retours à la volée? Tu peux pas dire j'aime pas, ou tu peux pas faire tu vois, moi je pense que tu devrais plutôt mettre le pied un peu plus à droite. Non, tout ce que tu dois vérifier, c'est est-ce qu'on a parlé d'une émotion? Alors attention, on a dit que ça devait exprimer l'amour. Est-ce que toi, tu trouves que ça exprime l'amour? Oui, non, pourquoi? Etc., etc. Et ensuite, une fois que tu as été hyper factuel, genre vraiment point par point, sans dire c'est bien, c'est pas bien, mais plutôt disant ça répond à telle chose, ça répond pas à telle chose, ça répond à ça, etc., etc. Et laisser les personnes discuter. Alors, dans un certain contexte, tu peux faire intervenir l'émotionnel. Avec des étudiants, c'est un peu compliqué
parce que tu vas les avoir 1 an, peut-être 2 ans, et puis que tu as un rapport de force par rapport à eux qui est énorme, puisque tu es un professionnel qui a réalisé le rêve pour lequel ils vont payer ou endetter leurs parents ou s'endetter. Donc, tu dois faire hyper attention à ce que tu dis. À des coworkers, tu peux te dire, moi je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, dans un contexte vraiment spécifique, bah voilà, là j'avais demandé ça, on a ça, ça va, ça correspond, ça correspond pas, etc., etc. Et une fois que tu as fait 10 minutes de retour détaillé, ils savent très bien où tu vas aller, tu vas dire, maintenant je vais vous parler de mes émotions. Et quand tu as cadré, tu as dit, c'est mes émotions. Moi, quand vous me rendez ce travail-là, j'ai l'impression que vous... Bon, j'étais fâchée, j'ai dit, foutez de ma gueule, c'est pas bien, mais j'ai dit, voilà. Et du coup, les mecs, ils se sont pas dit, ah, elle est en train de critiquer ce que je fais. Ah, j'ai pas compris. Non, 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 tu as déjà un processus intellectuel qui s'est enclenché où les gens sont déjà capables de répondre et de s'emparer. Et j'ai pas eu besoin de dire, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Parce que, bon, ils sont, en plus, ils étaient intelligents. Leur cerveau, ils étaient déjà placés en mode, on va résoudre les problèmes tout seul. Et ils étaient déjà dans la résolution de problèmes. Donc, il y a ça qui est hyper important. Et l'autre truc pour la transmission qui est hyper importante aussi, c'est de parler de tes expériences personnelles. Tu peux avoir bossé sur un jeu qui a une note métacritique complètement à chier ou moyenne, comme pas mal des jeux sur lesquels j'ai bossé ces dernières années. Tu as toujours des choses intéressantes à dire. Parce que, et c'est ce que je dis toujours aux gens, il y a quelques semaines, j'avais fait un week-end entre narrative designers avec plein de gens qui sont narrative designers. On était 4, c'est plein quand même, ok. Et j'avais dit, soyons fun, faisons un mini talk. Et tout le monde avait badé en mode, ah non, non, moi je veux pas faire un talk, j'ai rien à apprendre à Pierre parce que je suis une personne âgée. Mais en fait, c'est pas vrai. Et je leur avais dit après, mais j'aurais dû le dire avant. Je veux pas avoir un talk de connaissances théoriques sur un truc que tu penses ne pas maîtriser. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, la théorie, c'est difficile à retenir. Et pour quelqu'un qui n'est pas scolaire comme moi, ben, ça rentre pas bien. En revanche, si tu me racontes ta vie, tu me dis, bah voilà, quand j'étais sur Call of Cthulhu, il a fallu faire une amulette pour la fin du jeu. Mais on n'avait plus de pognon pour faire des amulettes puisque bah, il y a 50% des assets dans le jeu. C'est des assets qu'on a pris sur des stores et qu'on a retravaillé salement. Mais moi, en tant que narrative designer, il fallait grave une amulette. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, mais déjà, outre que le truc que vous allez apprendre en grandissant qui est hyper important, c'est respecter l'expertise des gens, même s'ils sont plus jeunes que vous. Eux, ils ont été formés. Eux, ils sont intéressés par le sujet. Vous n'êtes jamais là pour dire aux gens quoi faire. Vous êtes juste là pour poser vos problèmes. Et leur poser des problèmes, ce qui est une réalité. Et ben, le mec qui l'a fait, franchement, en 2 jours, on avait une amulette. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une cocotte. On avait un asset de cocotte qu'il a écrasé, qu'il a mis en doré. Et on avait des assets de grosses chaînes pour le monstre qu'il a mis en petit. Et après, il a dessiné des trucs dessus. Et ça intéresse les gens. Et ça, les gens qui vont faire de l'art, ils vont se dire, ah ok, trop cool, c'est possible. Et les gens qui vont faire de la nara, ils vont dire, bah c'est possible aussi en fait. Juste, rien n'est impossible, mais ce qui n'est pas vraiment vrai, il y a des budgets, mais un respect donc des autres, de leur sensibilité, respect du cadre, toujours factuel d'abord, les émotions après, et apprendre à faire des retours constructifs, c'est pas des retours honnêtes. L'honnêteté, c'est un red flag. Moi, je suis honnête. Ouais, ça veut dire que tu es mal élevé, que tu vas m'en foutre plein la gueule sous prétexte d'honnêteté. Moi, je préfère que tu sois pas honnête, en fait. Je m'en fiche de ton opinion sur mon travail. Donc, c'est 1, on parle pas du travail des autres. 2, on vérifie toujours quel est le cadre dans lequel on a travaillé. 3, on parle en tant que joueur, on parle des émotions. Et 4, on respecte l'expertise de chacun. Et même un étudiant de 20 ans, il a une expertise sur des sujets que tu n'auras pas. Et donc, voilà, c'est comme ça. Genre, vieille dame is vieille dame. C'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, on force jamais les gens à faire des horaires. Ok. J'espère que mon PDG, il n'écoute pas. Donc, mais c'est vraiment hyper important. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir peut-être sur cette question de la place des feedbacks dans une équipe et de comment les faire et comment gérer ça? Oui, moi je veux bien en parler. J'ai mis une image, si c'est possible de la mettre. Allô, la technique. Waouh. Merci. Donc ça c'est une... Putain, ça. Ouais, ah, c'est bon. C'est bon. Donc ça c'est une planche, on va dire, d'un exemple de retour que je peux faire auprès d'artistes. Donc là par exemple c'est une artiste Camille qui est pour la modélisation 3D. Donc là on a par exemple une créature que j'avais fait en concept art. Et d'après ça, elle va faire la modélisation 3D. Et après,
au fur et à mesure de ces, on va dire, différentes étapes, je vais lui faire des retours précis, par exemple, comment est la forme globale de la créature, comment, les muscles s'insèrent. Donc je lui mets beaucoup de références, déjà réelles. Donc en fait, on va se battre sur une anatomie, on va dire, réelle d'un vrai, rapace et à partir de là, on va construire, on va dire, la créature et donc on a souvent des échanges, entre donc Camille et moi-même pour ce genre de choses. Par exemple, si elle a des questions, par exemple, sur comment s'insèrent les muscles, et ben, je vais lui proposer des références déjà existantes, mais aussi je vais redessiner par-dessus sa modélisation pour bien lui expliquer comment ça s'insère, comment ça va fonctionner, parce qu'après, elle va devoir riguer, on va dire, la modélisation 3D pour ensuite le passer à l'animateur pour qu'il fasse l'animation. Donc c'est vraiment un travail, on va dire, minutieux pour que tout le monde, on va dire, comprenne le fonctionnement de l'animal, pour que tout s'enchaîne en fait facilement. Donc ouais, ce qui est primordial, c'est vraiment la communication, je pense, et aussi l'écoute. Donc pour ce qui est de l'écoute par rapport, par exemple, à ce qu'elle a, enfin, dire, le plus important, c'est de savoir ce qu'elle a compris et si elle l'a bien compris en fait, et après de le retraduire si elle a besoin de, par exemple, de plus, d'informations, de plus de détails sur, les muscles, plus de détails sur, les ailes parce que là, c'est un peu complexe parce qu'il a 2 paires d'ailes différentes. Donc je vais faire des d'autres planches de concept sur, les ailes, séparément, les ailes secondaires, les ailes, primaires, comment elles s'agencent entre elles, et grâce à ça, elle va s'améliorer au fur et à mesure et donc on pourra voir communiquer de façon, fluide. Donc ça, ouais, donc voilà, ça c'est, on va dire une des choses, super importantes, je pense, sur les feedbacks aussi. Donc voilà. Voilà. Ouais, de façon générale, de toute façon, c'est sûr que sur le feedback, la façon dont on communique est absolument importante. Alors, l'heure tourne vachement. Et j'aimerais bien quand même profiter parce que, comme on le disait au début de la table ronde, c'est très rare de parler un petit peu d'auto-formation. Et du coup, Maud, j'aimerais bien que tu commences sur cette question et que tu nous parles de ce que ça implique et de comment ça peut être fait. Alors, bah, moi, ça a impliqué d'être contente d'avoir un bon niveau d'anglais parce que sinon, je me serais pas mise du tout, en fait. Il y a quelques ouvrages en français, il y a quelques vidéastes qui ont fait du bon taf en français, mais la plupart, c'est en anglais. Et moi, ça a été beaucoup cette recherche de sources. Et bah, du coup, c'était aussi bien des livres que des vidéos. Et après, des méthodes d'analyse que j'ai pu observer, et puis j'ai analysé des jeux vidéo. Donc j'ai essayé de voir, bah, ce que je pouvais faire j'allais pas trop analyser des triple A parce que ça sert à rien, mais j'analysais, plutôt des jeux qui avaient été faits par des créateurs, plutôt indés, et essayer de les décortiquer et essayer de trouver le maximum de documents, comme tu as pu montrer Léa. Je trouve ça genre passionnant à chaque fois de voir des vrais documents de travail, pour des jeux, et essayer de comprendre, bah, le processus, regarder des interviews, tout ça, de voir, quels sont les questionnements. J'ai regardé beaucoup les game developer conférences aussi, et j'étais à l'Indiecade aussi pour aller voir les conférences en vrai, pour aller, poser une petite question à la fin de conférence à quelqu'un qui est vivant devant toi, c'est toujours agréable et motivant, et voilà. Et des essais et des trucs qui n'ont pas marché, que je montrerai jamais à personne. Non, il y a des trucs que j'ai montrés à des gens, à la fac aussi. On avait organisé une séance de playtest, tout ça, on était très contents. Mais voilà, faire des trucs foireux, ça m'a formée. Et du coup, peut-être toi aussi, Pia, si tu veux revenir rapidement sur l'auto-formation, parce que du coup, j'imagine qu'elle s'est faite à un moment aussi en termes d'accessibilité des outils qui n'étaient pas le même que Maud. Bah, elle s'est faite récemment, hein, puisqu'elle s'est faite deuxième partie des années 2010. Donc, bah oui, puisqu'en réalité, avant, j'étais journaliste. Donc, bon, je m'étais auto-formée au journalisme. Bon, j'ai eu des très bons chefs de rub.
J'en profite, je salue William Oduro, que les gens aiment ou n'aiment pas, mais il m'a appris le journalisme et un bon mentor. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée chez Cyanide, j'ai lu. Pareil, exactement pareil que Maud. Il y a des ouvrages en anglais qui sont très bien. Faut pas hésiter à les lire. Faut pas hésiter à lire des choses qui vous semblent un peu bébêtes et un peu jeunes. Plus ça va vous sembler obvious, plus en gros la personne qui l'aura écrit aura fait un bon travail de vulgarisation. Je le répète, parce qu'il y a des livres qui semblent un peu limités. C'est bien de les lire, c'est bien de les relire à plusieurs moments de votre processus de fabrication, exactement comme Maud l'a dit. Il n'y a pas vraiment de... Moi, je donne assez aisément quand les gens me demandent les références. C'est difficile, mais c'est possible. Il y a une chose aussi qui est hyper importante. Si vous avez eu des études avant ou une vie professionnelle avant, vous allez vous rendre compte, il faut vraiment le savoir, que ça va vous aider énormément. Moi, je suis une master en hiérarchisation des informations dans un jeu vidéo, parce qu'en fait, voilà, le narrative design, c'est pas... Je ferme les yeux et je mets mes doigts sur mon clavier et l'histoire du jeu plonge vers moi comme un arc-en-ciel, comme ça d'émotions, c'est pas vrai. C'est laborieux, c'est beaucoup de petites tâches minutieuses comme bon, mais je dois faire comprendre aux gens que ce gars-là, c'est la mère de machin et que lui, là, c'est son chien et qu'il faut sauter sur les tremplins. Et bien, tu dois hiérarchiser tes informations sur des jolis documents Excel et les répéter encore et encore et encore et encore dans le jeu, sous des formes différentes pour t'assurer que tous les joueurs puissent les obtenir. Et donc ça, c'était du journalisme. La technicité du journalisme m'avait énormément aidé à faire ça. Moi, je voudrais juste rebondir sur un truc qu'a dit Léa, et je trouve ça super. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Plus tu es élevé dans la hiérarchie et plus tu travailles au service des gens. C'est hyper important philosophiquement de le comprendre. Quand tu es un prof, tu es au service des élèves. Quand tu es un lead, tu es au service des gens qui produisent pour toi. Et plus tu vas monter, on peut appeler ça la hiérarchie si vous voulez. Moi, j'aime bien appeler ça plutôt la chaîne de production ou la chronologie des besoins. C'est-à-dire, plus tu vas dire tôt quels sont les besoins de la production, puisque c'est quand même production, c'est quand même très commun. Donc, en vérité, c'est jamais ton bébé, quoi que tu veuilles donner. Mais en gros, voilà, c'est ça. Plus les gens vont réussir, qui sont sous toi, vont réussir une tâche, plus ce sera grâce à eux, plus ils vont échouer, plus ce sera à cause de toi. Donc, tu dois, toi, travailler avec humilité pour eux et tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent réussir. Et c'est ça qui est hyper important, prendre du temps, travailler pour eux. Si quelqu'un te fait, et je pense que Léa sera d'accord avec moi, si quelqu'un te fait un design caca, la première question que tu dois te poser, c'est si tu l'as mis en capacité de faire un beau design. Est-ce que c'est la bonne personne pour le job? C'est-à-dire, si la personne, elle est complètement nulle en 3D et que tu lui demandes de faire de la modélisation 3D, c'est peut-être ton erreur aussi. Est-ce que, elle a bien compris ce que tu attendais d'elle? Est-ce qu'elle est en capacité de travailler? C'est-à-dire, est-ce qu'avec tes moyens, tu l'as mise en confiance ou pas? Et est-ce que tes retours lui permettent de progresser ou pas? Et à partir du moment où vous vous dites vous-même: «Moi, je suis pas terrible en pédagogie, je suis pas terrible en management, ça pèse, c'est dur, machin», sans être dur avec vous, soyez doux avec vous. Mais à partir du moment où vous êtes humble sur vos manquements et ce qui va pas aller, vous transmettez beaucoup plus facilement aux gens et les gens sont intelligents, surtout dans l'industrie du jeu vidéo, c'est compliqué un jeu vidéo à faire. Donc il faut vraiment voilà et transmettez aussi le care, quand vous dites aux gens de pas travailler tard, d'avoir une bonne hygiène de vie, faites-le aussi vous-même. C'est-à-dire montrer par l'exemple. Voilà. Bon, il y a encore un millier de sujets qu'on avait listés sur le conducteur et qu'on va pas avoir le temps d'aborder malheureusement. Du coup, je vous propose qu'on switch tout de suite à la conclusion. Je suis absolument désolée, notamment pour toi, Maud, parce que du coup, on a finalement eu assez peu de temps pour parler du jeu vidéo comme support de formation. Mais peut-être que tu auras des ressources à nous partager et que nous, on pourra transmettre aux personnes qui sont dans le chat ou qui nous suivent sur les réseaux. Et du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à la conclusion. On va faire un petit tour de table. Et j'aimerais bien, même si du coup ça a beaucoup été fait au cours de la table ronde, que chacune, à votre tour, vous partagiez un tips ou une bonne pratique ou une initiative d'ailleurs, parce que ça peut être une initiative aussi, notamment on a parlé des conférences de la HGDC par exemple, mais en tout cas, une chose comme ça, très opérationnelle, qui vous aide dans votre vie quotidienne, disons, soit à vous former, soit à former les autres. Et du coup, si ça te convient, Léa, j'aimerais bien qu'on commence par toi. Oui. Eh ben, une bonne pratique, je dirais, pour ce qui est en tout cas de la
du mentoring, ce serait vraiment aller au-devant des besoins des personnes, enfin que tu, on va dire, que tu aides pour pouvoir, façon optimale, on va dire, avoir le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, c'est ce que je ressens, en tout cas, quand je travaille avec tous les artistes. C'est que plus tu leur donnes, bah, plus ils sont encore, on va dire, ravis, de travailler encore plus et d'améliorer, les détails, d'améliorer, ce qu'ils font et encore, ils sont davantage encore plus fiers de que tu les pousses, en fait, à faire, vraiment le meilleur d'eux-mêmes et tous les jours, je le vois et il y a que des retours positifs par rapport à ça, donc c'est vraiment chouette ce côté, on va dire, mentoring et les pousser, à faire, ce qu'ils peuvent, on va dire, aller au-delà, en fait, de ce qu'ils peuvent faire, en fait. Par exemple, j'ai des exemples, d'un artiste, de 3D. Son portfolio, il était, on va dire, il avait des bonnes bases, mais c'était on va dire, c'était un visual cartoon et je me suis dit quand même, il a vraiment les compétences pour aller dans quelque chose de très réaliste ou de réaliste. Je me suis dit: «Allez, on le prend, il est super». Et je l'ai proposé à l'équipe fondatrice. Donc après il a passé 2 entretiens, ça s'est bien, on va dire, ça a bien fit avec lui parce qu'il avait un bon caractère, il avait envie de s'améliorer. Donc je me suis dit: «Ah bon, on y va, hop, on va le prendre». Et là, au vu de ses des résultats, on va dire on s'est pas trompé, il a vraiment donné le meilleur de lui-même et il est vraiment fier de pouvoir le montrer, par exemple, dans son portfolio. Donc voilà, voilà, c'était petite anecdote, par rapport au mentoring. C'est c'est cool, effectivement. C'est vrai que par moment, il peut y avoir des questions aussi qui sont strictement des questions de confiance et qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à créer le contexte dans lequel les gens seront en confiance, effectivement, eux-mêmes peuvent avoir tendance Mmh. à se diminuer, par exemple. Oui et oui, la plupart des juniors qu'on a, c'est qu'ils n'ont pas pu, par exemple, avoir de stage ou qui n'ont pas pu avoir leur chance dans des studios. Donc pour l'instant, on va dire, on les aide, on va dire à s'émanciper, à prendre plus confiance en eux et certains, ils ont pu, intégrer un nouveau studio donc c'est super. Donc voilà. Mais merci beaucoup. Hugo, peut-être, si tu veux dire quelque chose, une bonne pratique, un tips, Bah, pour moi, en fait, ce que je pourrais conseiller surtout, bah, aux personnes qui font ou, du jeu vidéo en amateur ou qui sont élèves en école de jeux vidéo ou ou toute personne qui veut travailler dans l'industrie du jeu vidéo, et qui se trouve aussi dans une position de marginale ou marginalisée, de pas rester seul. C'est très difficile de pas rester seul et en fait, malheureusement, c'est quelque chose qui est aussi, difficile de trouver des réseaux, dans lesquels s'intégrer et quand je parle de réseau, c'est pas, je parle pas d'aller sur LinkedIn, mais de rejoindre un collectif, de rejoindre des Discord, de parler à des gens, enfin, en fait, s'isoler et rester seul, c'est en général, une des choses qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Alors c'est sûr que c'est compliqué, hein, de trouver des gens et cetera, mais globalement, voilà, enfin, si vous trouvez quelqu'un qui est cool sur Twitter et que vous aimez ce que la personne fait et cetera, je sais pas, envoyez-lui un DM, discutez, enfin, je sais pas, faites quelque chose en fait, enfin, c'est quelque chose qui bon, oui, je sais que je vois Pia qui qui mais en fait, enfin, ce que je veux dire simplement que parfois, c'est surtout avec d'autres personnes qu'on trouve la force de faire d'autres choses parce qu'en fait, on a des compétences que d'autres n'ont pas, que des personnes ont des compétences que nous, on n'a pas. Donc monter des projets et cetera, en fait, c'est con, mais enfin, seul, c'est difficile. Faire des jeux seul, c'est compliqué. Il y en a qui le font et franchement, je sais pas comment comment elles y arrivent, mais voilà et donc ça, c'est je pense mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, c'est de lire un bouquin que j'ai ici, je crois, que je pense que pas mal de personnes connaissent. Alors ça va être probablement à l'envers, mais je le montre quand même. Je sais pas si c'est à l'envers ou pas. Alors hop, M donc Myth of the Video Game. c'est Rise of the Video Game Dynasters de Anna Ah, Entropy, oui. qui est Anna Entropy, qui est une créatrice, queer, et trans, de jeux vidéo et qui, en fait, écrit un bouquin sur, en fait, plein de moyens de faire des jeux vidéo, plein de techniques, et de dire, en fait, faut pas laisser l'industrie du jeu vidéo aux mains des mecs blancs cis hétérosexuels donc globalement, voilà, enfin, le but, c'est enfin, faites des jeux, des petits jeux, même s'ils sont nuls, s'ils sont ratés, s'ils sont incompréhensibles, si c'est trop personnel, faites-les, mettez-les en ligne et voilà, quoi et en fait, c'est un bouquin qui libère pas mal de choses créativement parlant et qui lève aussi un peu le poids
de la légitimité, en fait. Enfin, la légitimité, en fait, personne va nous la donner. Enfin, je considère que c'est nous-mêmes qu'on se donne cette légitimité-là. Et Anne Entropie, en tout cas, donne des bonnes pistes. Voilà, c'était pour moi. Merci beaucoup. Maud, est-ce que tu as un conseil à donner, des outils un peu précis? Si vous voulez, je pourrais vous partager ce que j'ai partagé sur le Discord déjà, c'était mon mémoire. Et comme on m'avait dit en jury que c'était un petit peu le tome 2 du bouquin d'Anna Entropie, donc voilà, je prends le compliment et je vous le transmettrai. Et en substance, ce que j'avais dit dans le mémoire, je peux vous le redire, c'est que je pense qu'en termes de transmission, si vous voulez transmettre du jeu vidéo ou si vous voulez en créer, il faut pas trop se prendre la tête avec la théorie. Parce que la théorie, c'est quelqu'un qui a une idée sur un truc à un moment et ça peut changer. Mais par contre, il faut se concentrer sur le concret. C'est comme disait Pia, c'est les expériences personnelles des gens. Ça, c'est juste vrai, c'est juste arrivé. Donc, c'est sûr qu'on peut se baser dessus. Et les jeux vidéo que vous avez en face de vous, ils sont comme ils sont. Et si on peut gratter pour voir les documents qu'il y a eu derrière, ça aussi c'est du concret et ça c'est ça va toujours plaisir de les avoir. Mais enfin voilà, c'est pour, je pense, se baser sur des trucs concrets, les observer et s'en servir aussi comme support de transmission. Je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup. Et Pia, peut-être pour conclure. Et mais du coup, j'ai pas compris la question, c'était pour s'auto-former? C'est ça, c'est un conseil pour s'auto-former? Pas forcément pour s'auto-former, c'est juste un outil opérationnel, soit que tu transmettrais à des personnes qui veulent se former, soit que tu transmettrais à des gens qui forment des gens. Peu Ouais, importe je sais pas plus. J'ai déjà dit trop de trucs. J'ai déjà beaucoup parlé. J'ai pas plus d'idées là. Je suis désolée. C'est pas grave, le fait est que t'en as déjà donné beaucoup pendant la table ronde. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été avec moi pour cette table ronde. Merci beaucoup pour tous vos conseils et pour votre vision et pour vos expertises. C'était un plaisir à écouter, ça a été très très dense et je pense que je regarderai le replay pour être sûre que j'ai tout bien process. Donc, je vous remercie encore, du coup, Pia, Hugo, Maud, Léa, d'avoir été avec moi ce soir. Je m'excuse à Clémentine, à Camille et à la technique de terminer un petit peu en retard. Mais en tout cas, restez avec nous. Maintenant, vous allez découvrir le jeu Sky, Children of the Light, du coup, avec Camille et Clémentine. Et ça va être une très douce façon de terminer la soirée, j'en doute pas. Donc merci encore à vous, merci à vous dans le chat et à une prochaine fois. Je rends l'antenne Merci. pour Merci beaucoup. mauvaise.exe. Bonne soirée. Bonne soirée.